Le Covid, pour moi, il n'a fait qu'accélérer un phénomène qui était peut-être prévisible, peut-être pas, mais en tout cas qui devait être anticipé et qui allait certainement se produire, qui était la digitalisation des usages. Salut et bienvenue sur la chaîne Au Secours, ici Tristan Ferré. Aujourd'hui j'avais envie de te parler d'une période dont j'imagine qu'elle c'est pas forcément un très très bon souvenir pour toi et c'est pas forcément un très bon souvenir pour beaucoup de personnes, mais qui pour moi est une période un peu particulière. Je pense à l'année 2020 où on a eu, comme tu le sais, des confinements successifs et puis toute une grosse période de pandémie liée au Covid-19. Eh bien, moi, je considère que cette année-là, j'ai eu du bol et je vais t'expliquer pourquoi. Pour t'expliquer pourquoi je pense que j'ai eu du bol sur cette année de Covid-19, cette année 2020, il faut remonter un tout petit peu en amont. J'ai commencé mon activité de centre de formation, de formateur indépendant, on va dire fin 2018, début 2019. L'année 2019, ça a été une année où j'ai pris le temps de concevoir les contours de mon projet, commencer à commercialiser mes premières offres, essayer de me faire connaître, mais c'était pas forcément une année où j'arrivais à vivre de mon métier, une année où j'arrivais à complètement prouver que les approches que je voulais proposer, que les différents programmes de formation que j'avais à offrir étaient les meilleurs du monde, les plus pertinents, etc. Donc il faut dire que mon projet vivotait, j'arrivais à faire à vendre quelques formations, à faire quelques ventes évidemment, mais ça restait quand même quelque chose d'assez sommaire, ou en tout cas d'assez faible par rapport aux revenus dont j'aurais pu avoir besoin pour pouvoir vivre décemment. À cette période-là, j'avais encore Pôle emploi qui m'accompagnait, qui me versait une pension de chômage pendant un certain temps. Et puis donc moi je suis dans un secteur un peu particulier qui touche à la relation à l'animal. Quand on pense à l'animal, on imagine assez peu créer des formations à distance, ou en tout cas se former des professionnels à distance. Et pourtant moi c'est un pari que j'ai fait dès le début. J'ai fait le pari que j'étais capable de former, d'accompagner des futurs professionnels de la relation à l'animal complètement à distance. Pourquoi j'ai fait ce pari-là ? Alors il y aurait plein de raisons et le but de cette chaîne c'est pas forcément de parler en détail de mon métier principal, mais je pense que ça peut avoir une utilité pour toi de comprendre un peu tout ça. C'est que c'est un secteur de niche vraiment très très petit et que les formations présentielles avaient comme défaut que elles remplissaient pas beaucoup de sièges quand elles étaient organisées. Souvent, alors si je prends deux exemples, sur des formations pour apprendre à créer une ferme pédagogique, elles n'étaient que organisées par des petites fermes pédagogiques qui n'avaient que pour expérience leur propre expérience et qui organisaient une formation pour apprendre à faire comme elles. Ça a un certain nombre de limites parce qu'on ne peut pas former à l'entrepreneuriat quand on a... en tout cas, on ne peut pas former à tout un tas de compétences quand on a soi-même un certain nombre de limites ou de croyances ou de bases qui ne sont pas suffisamment solides. Je pense juridique, je pense commercial, je pense animal, etc. Voilà, quand on a un projet, généralement on ne connaît que la délimitation de son propre projet. Sur la médiation animale, qui est un métier de la relation entre l'humain et l'animal, notamment pour des personnes vulnérables, on peut imaginer quand même assez bien que c'est assez difficile d'apprendre des techniques de relation quand on est à distance. Et donc les formations s'organisaient à 99,9% en présentiel et c'était pas du tout concevable d'organiser des formations à distance. Alors pourquoi moi je suis parti sur cette solution là ? D'abord parce que j'avais pas d'argent et que j'avais absolument pas d'endroit, je ne pouvais pas organiser des formations. Je précise que moi je suis pas moi-même expert, en tout cas à l'époque j'étais pas forcément le meilleur formateur du monde en médiation animale. J'étais par contre un très bon concepteur de formation et un excellent on va dire ingénieur pédagogique, c'est-à-dire que j'allais chercher les contenus de formation chez des experts, chez des personnes qui ont la connaissance, et moi je créais les contenus de formation à ce sujet-là. Donc le fait de faire quelque chose à distance, ça m'a permis premièrement d'aller chercher des professionnels qui se seraient jamais déplacés pour une formation en présentiel à Perpète, à un endroit qui serait au milieu de nulle part, ou à Paris parce que tout le monde aurait voulu aller à Paris, etc. Et puis ça m'a permis d'aller chercher des clients
qui eux-mêmes ne pouvaient pas se déplacer parce que l'un était en Bretagne, l'autre en Auvergne et le troisième en Corse, voire à l'étranger, et que réunir tout ce petit monde dans un endroit, c'est assez compliqué. Souvent, les gens ne veulent pas aller à Paris parce que c'est Paris, mais en même temps, si c'est pas Paris, c'est trop loin, c'est trop compliqué pour eux. Et donc j'avais fait ce pari-là en ayant quand même la conscience que je me mettais un certain nombre de bâtons dans les roues, que des personnes seraient contre l'idée de se former, malgré le fait que je connaissais cette faiblesse-là, mais j'y mettais aussi tout mon cœur pour que justement l'expérience de formation se passe bien et que les personnes n'aient pas une formation au rabais, mais aient vraiment le meilleur du meilleur en formation théorique sur l'accompagnement, sur les learnings, et quand même de la pratique à travers des stages, à travers des sessions, des journées d'immersion chez des partenaires, etc. Donc au final, on reconstituait quand même tout le présentiel dont pouvaient avoir besoin les personnes, mais on mettait à distance tout ce qui pouvait l'être. C'était complètement combattu à l'époque et clairement j'avais assez peu de personnes qui me suivaient sur ce coup-là, mais j'avais j'avais quelques clients qui pouvaient m'accompagner. Et puis arrive l'hiver 2020, la rentrée janvier, février, puis mars 2020 puisqu'on a été confiné en mars. Et là, ça a tout changé. J'ai regardé un petit peu au niveau des statistiques. Jusqu'à cette période de confinement, je rentrais à peu près 4 voire 5 dossiers, c'est-à-dire 5 personnes qui entraient en formation chez moi, durement acquises. En avril, on a inscrit 20 personnes et j'en ai refusé certainement une dizaine. Parce que j'étais pas capable d'aller plus loin dans l'accompagnement, il fallait accompagner ces personnes-là sur la durée. Alors on les a pas totalement refusées, je les ai simplement, je leur ai proposé de décaler ou de se former un peu plus tard. Mais on voit que du coup j'ai un chiffre d'affaires qui fait x4 sur une période. Alors c'est là où on peut dire du coup j'ai eu du bol. Le Covid n'a pas profité à tout le monde, j'en suis très conscient. Il y a eu tout l'aspect sanitaire, beaucoup de personnes qui sont décédées, beaucoup de personnes qui sont tombées malades, et puis beaucoup de professionnels qui ont complètement perdu leur activité. Et puis moi, à ce moment-là, l'opposé complet, on se retrouve à faire... En fait, je passe de inconnu Zarbi qui fait des formations en ligne sur des choses qui ne sont pas censées être en ligne à solution idéale pour se former parce que d'un coup, on a tout un tas de déclics. On a envie de se déconfiner d'ailleurs. Les personnes avaient envie de nature, avaient envie d'animal, avaient envie de sortir. Et le fait de suivre une formation qui peut les préparer vers un nouveau métier, leur donner envie. Alors est-ce que tout ça a continué après les premières semaines du confinement ? Évidemment non, le soufflet est retombé, mais il n'est jamais retombé au niveau initial, puisque sur cette période-là, eh bien, on a eu quelques acquis, on a eu quelques victoires. La première victoire, c'est que ça m'a permis d'avoir une base solide de clients. C'est-à-dire le fait d'avoir des nouveaux clients tout frais qui... peut-être à l'époque auraient dit non, une formation à distance hors de question, jamais je ferai ça, etc. Se sont dit du jour au lendemain, mais en fait c'est bien, et on l'a testé et on se rend compte que en fait ce que fait Tristan dans ses formations, c'est mieux que tout ce qu'on aurait pu imaginer sur une formation en présentiel, parce qu'ils ont vu de leurs propres yeux les avantages que ça pouvait avoir, et pas que des avantages techniques, c'est pas que parce qu'on peut pas se déplacer, mais l'apprentissage à distance, quand il est bien fait, présente pas mal d'avantages quand on est bien formé. Et puis tout ça, ça m'a apporté une certaine légitimité, c'est-à-dire que la légitimité du nombre, la légitimité de l'expérience, du nombre d'heures accumulées de personnes que j'ai pu former. Et puis donc cette espèce d'effet testé et approuvé, avec des recommandations qui venaient progressivement, des personnes qui disaient moi je suis en formation chez lui et ça se passe super bien, et l'inquiétude que j'avais sur tel et tel point est complètement levée parce que Tristan a mis ça en place, parce qu'il a proposé ça, et forcément ça a changé la vie. Entre-temps, j'ai mes concurrents principaux qui étaient des concurrents très installés depuis des années, parfois même des dizaines d'années, qui ont pris beaucoup de retard parce que déjà pas du tout prêts pour ce type de virage, qui ont même au début rechigné à l'idée de former à distance, qui ont arrêté leurs activités. Et puis le jour où ils ont compris que ça devenait nécessaire et que c'était
pas un crime de former à distance sur des métiers de la relation et notamment sur tout l'aspect technique, l'aspect méthodologique. On peut complètement se passer du présentiel. Eh bien, ont commencé à s'y intéresser, mais avec leur regard de formation en présentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris leur PowerPoint qu'ils avaient l'habitude de dérouler en présentiel, ils ont pris les mêmes formateurs, ils ont pris une caméra et ils ont fait la chose en live mais en visio. Alors qu'est-ce que ça donne ça ? Eh bien ça donne des parcours de formation qui sont ennuyeux, au rabais, qui sont complètement inadaptés à la manière dont un apprenant doit apprendre en e-learning. L'apprentissage en e-learning n'a rien à voir avec un apprentissage en présentiel. Les cycles ne sont pas les mêmes, les temps formels et informels sont complètement différents, etc. Donc il faut avoir complètement une logique différente. Alors que eux ont tout simplement pris ce qu'ils connaissaient et ont simplement remplacé la salle de cours par une caméra. Donc grosse erreur, et ça a créé un problème de leur côté, c'est que les stagiaires, les apprenants se sont vite rendus compte que c'était pas du tout à la hauteur. Et donc on a eu une deuxième vague très étonnante que j'avais pas du tout anticipée, de stagiaires qui ont voulu se former chez nous alors qu'ils étaient déjà en formation ailleurs et parce qu'ils étaient déçus de l'apprentissage qu'on leur proposait. Ils avaient l'impression qu'on leur proposait ni le beurre ni l'argent du beurre, pour le dire autrement. Est-ce que dans tout ça, finalement, j'ai eu du bol ? Moi je pense pas. Moi je pense que non, j'ai pas eu vraiment de la chance. Je pense que j'ai concrétisé un certain nombre de paris que j'ai pu faire précédemment. Le Covid, pour moi, il n'a fait qu'accélérer un phénomène qui était peut-être prévisible, peut-être pas, mais en tout cas qui devait être anticipé et qui allait certainement se produire, qui était la digitalisation des usages. Il n'y a pas de raison que dans la formation professionnelle, cet usage ne se fasse pas. Je pense à un partenaire que j'ai de longue date, un partenaire qui finance des formations chez moi, qui encourageait dès 2018 et certainement même avant les formations en mixte, présentiel, digital, voire des formations digitales 100%. Alors qu'à l'époque, la grande majorité des financeurs étaient du même avis, qui était non, ce sont des formations au rabais, formation à distance égale mauvaise qualité, etc. Ce financeur-là en question était déjà précurseur et commençait déjà à réfléchir à ces sujets-là. Et puis il faut dire que moi je pense que j'ai fait un pari qui était clair, qui était assumé, qui était tranché. Dès 2018, j'ai commencé à me former sur le fait de concevoir des formations à distance. Des choses que j'ai ensuite confortées à la suite de la première vague de confinement et de Covid pour devenir vraiment un expert de la formation à distance. Et que les parcours que j'ai créés sont des parcours natifs, des parcours qui sont faits pour être faits en distanciel. Si demain matin je dois créer une formation en présentiel, je ne la concevrai pas du tout de la même manière que si je dois concevoir le parcours qui poursuit les mêmes objectifs en distanciel. Et je pense que c'est vraiment une clé, c'est quelque chose qui a été important dans la réussite de mon projet et la réussite de cette activité à ce moment-là de la vie de l'entreprise. C'est que j'ai réussi de façon complètement inconsciente, je me disais pas tiens il y aura une épidémie et tiens ça va décoller, etc. Mais je m'étais dit quitte à faire une formation à distance, autant faire une vraie formation à distance et pas faire semblant. Et puis bien tout ça m'avait conduit à m'intéresser vraiment au processus d'apprentissage, aux neurosciences, à la façon dont on apprend, pas du tout au détriment du contenu. Mais de vraiment me dire ok, est-ce qu'il y a besoin de bourrer le crâne de plein de théories à tout le monde ? Est-ce qu'on pourrait pas simplement réduire un peu le temps de théorie, de mettre vraiment tout ce dont les gens ont besoin, mais de privilégier les exercices interactifs, de privilégier des cas pratiques, des études de cas, etc. qui permettent aux gens aussi d'apprendre. Alors donc je l'ai dit, je pense que j'ai pas forcément eu du bol, j'ai pas forcément eu de la chance, mais par contre j'ai eu le vent dans le dos. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un certain nombre de circonstances qui m'ont aidé à décoller et qui m'ont aidé à réussir ça. Peut-être que d'ailleurs ça ne se reproduira jamais, je souhaite à personne, ni même à moi, de revivre une période de confinement, de Covid, etc. Mais je pense que dans tous les cas, il faut voir ça comme des périodes qui peuvent, il peut y avoir des périodes où un pari qu'on a fait
se réalise plus tôt que prévu ou se réalise de façon un peu plus spectaculaire que ce qu'on imaginait. Et c'est tout le mal que je souhaite à un porteur de projet, c'est que finalement le pari qu'il a fait réussisse. Alors même si cette période ne se reproduira peut-être jamais, moi je vois cette période-là comme une période de test et d'apprentissage, dans le sens où... alors c'est vrai qu'on y a laissé quelques plumes. Parmi toutes les personnes qui se sont inscrites en formation, on a eu aussi des touristes qui savaient juste pas quoi faire et qui avaient envie de se former puis qui ont abandonné en cours de formation. C'est des gens qui nous coûtent de l'argent, qui nous coûtent du temps, de l'énergie, de la fatigue, etc. Qui nous obligent aussi à un peu être en branle-bas de combat permanent. Et c'est assez difficile de rester serein, stable dans des périodes très mouvementées où vous avez un tremblement de terre dans votre marché. Mais en même temps, cette période-là, moi je l'ai utilisée pour investir et pour renforcer une force que je voyais. C'est-à-dire que le fait de prendre un tout petit peu de recul, de se dire ok, là on a un événement extérieur qui démontre qu'on avait une force qu'on n'avait pas forcément anticipée, que j'avais pas forcément verbalisée, mais cette force-là, elle est démontrée à ce moment-là. Il faut que je la renforce tout de suite, il faut que je consolide. Et donc, plutôt que de se gaver entre guillemets, on prend toutes les ressources que ça nous apporte, on prend tout le chiffre d'affaires que ça nous apporte et on essaie de consolider ça. Comment j'ai consolidé ? Par exemple, c'est sur cette période-là où j'ai commencé à investir dans un logiciel professionnel qui me permettait de suivre mes stagiaires, de les accompagner de façon un peu plus qualitative, de passer du papier au digital, on s'est créé notre propre plateforme d'accompagnement. Deuxièmement, au niveau des compétences, c'est le moment où je me suis dit ok, je vais surtout pas croire que je suis le meilleur du monde pour toujours. Et donc, même si j'étais un peu mieux que tout le monde à ce moment-là, il faut que je renforce ça. Donc là, je me suis inscrit dans des circuits, dans des formations pour devenir ingénieur en formation, pour devenir un spécialiste de la conception et de la facilitation de formation. Et puis au niveau des relations, j'en ai profité aussi pour nouer des liens beaucoup plus forts avec des partenaires importants. Je pense à un partenaire dont j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, qui finance des formations. Ce partenaire-là ne nous connaissait pas forcément. J'ai profité de cette crise du Covid pour leur proposer mes services de façon quasiment isoku, c'est-à-dire on n'a pas forcément fait de bénéfices sur des formations d'urgence qu'on a créées, mais des formations qui avaient un vrai impact sur les publics de ce financeur et que j'ai proposé de développer dans une quasi-urgence et qui a été très très apprécié par ce financeur. Et depuis, qu'est-ce que ça m'a apporté ça ? Ça m'a apporté la confiance d'une chargée de projet, ça m'a apporté le fait d'être capable de les contacter dès qu'on a le moindre problème, dès qu'on a le moindre besoin. Alors c'est assez drôle parce que du coup pour préparer ce sujet, je me suis replongé dans quelques anciens mails de l'époque et j'ai retrouvé un mail qui date de février 2020. La période de Covid venait tout juste de démarrer. Il n'y avait pas encore eu de confinement. Et notre principal concurrent publie dans une newsletter un paragraphe à charge contre moi, clairement identifié. Je ne suis pas nommé dans cette newsletter, mais je sais que ça m'est adressé. Et il critiquait le fait de faire des formations à distance en disant où va-t-on, en disant attention arnaque, point d'exclamation, etc. Et puis quelques mois plus tard, dans une autre newsletter, ce même monsieur se vante de s'être pleinement mobilisé pour continuer les formations mais à distance pendant la période de Covid, etc. etc. Donc on voit toute l'évolution qu'il y a pu y avoir. Et moi j'en tire un enseignement assez intéressant, c'est que si vous remarquez que vos concurrents vous combattent, vous critiquent, vous rabaissent sur certaines choses, c'est peut-être que vous avez raison sur quelque chose et que vous êtes vous dérangez et c'est pas forcément négatif. Du coup moi j'aime beaucoup déranger, j'aime beaucoup constater que je dérange ou en tout cas que je suis combattu. Ça veut dire que je suis pas has-been et que je suis pas un suiveur. Ça veut dire que probablement on met un coup de pied dans la fourmilière et ça fait jamais de mal. Et le jour où moi je me mets à faire l'inverse, c'est-à-dire moi à critiquer quelqu'un qui fait quelque chose d'un peu différent,
évidemment que ça peut me mettre en colère. Et après, je vais me dire, mais est-ce que je suis pas en train de faire la même chose que ce monsieur précédemment? Est-ce que je suis pas en train, moi, de m'encrouter et d'oublier de me remettre en question, alors que cette personne-là, peut-être qu'elle est en train d'accélérer sur quelque chose et bah, il faut s'intéresser à ça et il faut aller plus vite aussi sur certaines choses. Donc si vos concurrents vous combattent, eh bien c'est ok. Si vous avez l'impression d'être trop en avance sur une idée, sur un concept, ça veut pas dire que vous devez abandonner, ça veut dire que vous pouvez peut-être insister, vous pouvez peut-être essayer d'aller plus loin, d'aller au bout et de convaincre. Parfois il faudra attendre un peu, peut-être que c'est trop tôt, peut-être que les choses arriveront. L'important c'est que vous vous assuriez d'être encore en vie à ce moment-là, c'est-à-dire que le projet puisse survivre jusqu'à ce que vous ayez raison. Et puis si j'ai un conseil à vous donner ou à me donner à moi-même, je sais pas, c'est d'utiliser les crises comme des opportunités pour consolider. Je l'ai dit tout à l'heure, consolider vos forces plutôt que de vous gaver. C'est-à-dire que on peut être tenté quand il y a une opportunité de se dire allez, je prends les bénéfices, je prends les dividendes, je prends le salaire, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien vous payer, mais cet argent-là, il vous reviendra beaucoup mieux si vous le réinvestissez sur des choses. Et cette période-là, moi je sais que c'est vraiment une période où dès qu'il y a eu du chiffre d'affaires, je l'ai investi dans l'amélioration de la qualité de nos formations, je l'ai investi dans plus de relationnel avec mes stagiaires, des meilleurs partenariats, le fait de rémunérer les parties prenantes et puis de préparer la suite, c'est-à-dire d'investir dans des nouveaux programmes, d'investir dans des nouvelles formations qui aujourd'hui sont des formations qui me font vivre aujourd'hui, etc., etc. Alors est-ce que j'ai eu du bol avec la crise du Covid? Peut-être, je ne sais pas, à vous de me le dire en commentaire. Mon avis c'est que j'ai eu le vent dans le dos, mais que j'ai peut-être un peu provoqué tout ça, donc j'attends aussi de savoir ce que vous en pensez. Si vous avez... si ça vous évoque quelque chose par rapport à votre projet, si vous aussi vous avez l'impression que vous êtes un peu contre vents et marées sur une idée et qu'on vous combat, voilà, dites-moi, partagez un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Au Secours. Allez, à bientôt.